L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Ce matin, votre invité Pierre-Hugues est Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et professeur associé à la Sorbonne. Il est notamment l'auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, aux éditions Michel Lafon. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Merci d'être en studio avec nous ce matin pour évoquer ce succès du Rassemblement national. Dimanche dernier, 94% des communes ont mis Jordan Bardella en tête. Mais j'aimerais commencer par cette alliance avec Éric Ciotti. Pourquoi Éric Ciotti a-t-il été prêt à renier l'histoire de son parti ? Pourquoi s'est-il mis à dos l'ensemble de son parti ? Alors il y a deux facteurs. Il y a un facteur vraisemblablement qui est lié à sa propre situation locale à Nice, puisqu'on voit que dans sa circonscription, notamment, le Rassemblement national arrive en tête très largement et que le candidat de LR, je crois, termine 5e avec 8 ou 9%. Mais je ne peux pas imaginer que la situation personnelle d'Éric Ciotti ait été le seul facteur de sa décision. Une décision qu'il a prise manifestement seul, sans en référer à son bureau politique, ce qui fait qu'aujourd'hui le bureau politique évidemment l'a exclu, même s'il y a des sujets sur les statuts. Non, l'autre aspect, c'est qu'il fait un pari, il prend acte vraisemblablement d'abord du choix des militants. La base militante, on peut considérer que la base militante est plutôt favorable à cette alliance depuis longtemps. Parce que, vous savez, les militants républicains sont plutôt favorables. Oui, mais vous savez, dans les partis politiques, les militants sont, sont toujours plus, fondamentalistes d'une certaine manière, voire radicaux que, vous évitez le mot extrême, que les électorats. Ensuite, il y a aussi un pari qui est ce pari sur l'électorat. Il considère qu'aujourd'hui, il y a une porosité entre l'électorat RN et l'électorat LR, que l'électorat LR a montré lors des dernières élections législatives en 2022 que lorsqu'il y avait des duels entre des candidats RN et de la gauche ou des candidats RN et de la majorité présidentielle, il se portait cet électorat plutôt... Alors ça dépendait des situations géographiques aussi, parce qu'il faut là aussi nuancer, mais plutôt en faveur des candidats RN. Donc il fait sauter le dernier tabou, qui était le tabou majeur, fondamental, qu'on ne devait pas transgresser, sur une décision qui est très personnelle. Il fait ce pari de la recomposition de la droite. Le problème des LR, c'est qu'ils n'ont pas clarifié leur position depuis 2017. Est-ce que le président ou le président émérite, on ne sait plus très bien, des Républicains, acte aussi que la droite n'existe plus en France ? La droite existe, parce que globalement, quand le pays, en tout cas, paraît plutôt penché à droite, quand même, parce que le vote du Rassemblement national ne peut pas être limité, si vous voulez, à un vote d'extrême droite. Il y a d'autres choses dans ce vote-là, c'est quelque chose de plus complexe aujourd'hui. La droite républicaine, la droite de gouvernement telle qu'on l'a connue, c'est-à-dire issu du RPR et de l'UDF, l'UMP, LR, en effet, en termes d'organisation partisane, est en voie d'obsolescence, clairement. Vous savez, il y a quand même un phénomène assez intéressant, mais c'est vrai aussi pour le Parti socialiste. Les anciennes marques de gouvernement, PS et droite, restent fortes territorialement, puisqu'ils ont des élus, ils ont des régions, ils ont des sénateurs. Ce qui est la Chambre des territoires, le Sénat. Mais, nationalement, ils n'arrivent plus à performer. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient relégués en seconde division. Et que la première division, ou la Champions League, je prends la métaphore sportive à dessein, était plutôt occupée par d'autres marques, c'est-à-dire la marque Macron, la marque Marine Le Pen, la marque Mélenchon. Et on l'a vu d'ailleurs aux dernières élections présidentielles, et on l'a vu aussi au niveau des élections législatives. Mais si on revient au clivage droite-gauche, où on entend une petite musique monter, c'est que la droite ou la gauche se sont reconstitués autour du Front populaire à gauche et du RN à droite. C'est-à-dire que le RN serait la nouvelle droite. Oui, clairement, aujourd'hui, le RN a aspiré toute une partie de l'électorat de la droite républicaine. Alors, c'est très différencié, parce que, si vous voulez, c'est pas tout à fait la même chose dans les régions, dans différentes régions. Mais vous noterez d'ailleurs une chose, c'est que le RN ne se qualifie pas lui-même comme un parti de droite. Vous entendez rarement Marine Le Pen, même voir Jordan... Alors, Jordan Bardella, c'est un peu différent, mais Marine Le Pen dit rarement qu'elle est à droite. Parce qu'elle est dans une stratégie qui est une stratégie vraisemblablement qui essaye de dépasser le clivage droite-gauche aussi. Elle aussi. Aussi surprenant que cela puisse paraître. Oui, parce qu'elle a un électorat populaire. Et je rappelle quand même qu'il y a une partie de cet électorat populaire, notamment dans le Nord, ou dans un certain nombre d'anciennes terres communistes, qui votent aujourd'hui pour le Rassemblement national. Alors je vais être un peu provoque, mais dans la tête des Français, dans la tête des électeurs, est-ce que le Rassemblement national est encore un parti d'extrême droite ?
Moi, si vous voulez, j'ai beaucoup réfléchi lorsque j'ai écrit ce livre. Je crois que pour une grande partie des électeurs, et notamment des jeunes électeurs, des nouveaux électeurs, ceux qui n'ont pas été essentialisés dans l'atmosphère du Front républicain, du cordon sanitaire, de la diabolisation, on pense ça comme on veut, peu importe, si vous voulez, cette histoire-là est déjà lointaine pour une grande partie d'entre eux. Ce qui explique les scores importants, notamment de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, dans les générations entrantes sur le marché électoral, hein, les 18-24 ans, mais aussi les jeunes actifs, ceux qui sont entre 25 et 34 ans. Ils n'ont pas été façonnés par l'idée que le Pas du Rassemblement tout. Et en national même temps, vous avez en plus le fait que le Rassemblement national a fait évoluer son discours. Marine Le Pen, depuis qu'elle a accédé au pouvoir, quand même, de ce point de vue-là, arrondi les ongles, c'est le moins qu'on puisse dire, sur un certain nombre de sujets. Il y a eu 3 étapes. Il y a eu l'étape dès l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front National à l'époque, sur le rapport à l'histoire. Elle prend ses distances totales avec son père, notamment sur la Seconde Guerre mondiale. Elle donne un grand entretien au Point, je le rappelle dans le livre, où elle explique que de toute façon, elle condamne l'antisémitisme sans ambiguïté, elle considère que l'occupation a été une abomination. Enfin voilà, donc ça, déjà il y a un premier élément. Deuxième élément, sur les questions sociétales, le vieux Front National avait, disons, une composante un peu intégriste, réactionnaire, très hostile à l'avortement, etc. etc. Elle se dit tout de suite favorable au droit à l'avortement. Vous remarquez que au moment de la loi pour le mariage pour tous, elle ne participe pas aux manifestations. Vous avez les élus LR qui y participent, mais elle n'y est pas. Donc sur ces sujets-là, et je pense que de ce point de vue-là, parce que moi je l'ai interrogée, je l'ai interviewée, je pense que de ce point de vue-là, c'est une conviction chez elle. Elle est, je qualifierais presque un peu postmoderne sur ces sujets-là, c'est assez étonnant. Son père ne l'était pas, mais elle l'est. Alors son père ne l'était pas pour des raisons qui étaient des raisons, j'allais dire, électorales. Mais personnellement, Jean-Marie Le Pen, de ce point de vue-là, il avait plutôt une conception assez libertaire. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître. Et le troisième élément, c'est sur l'Europe. C'est-à-dire qu'après 2017, après la débâcle de 2017, après la catastrophe du débat de 2017, le RN va abandonner la ligne Philippot, c'est-à-dire de sortie de l'Europe, de sortie de l'euro également, pour adopter une ligne qui est un peu plus euro-compatible, même s'ils sont très euro-critiques. Hein, là-dessus, ça n'a pas trop changé quand même. Voilà. Quelle est la base idéologique alors du Rassemblement national ? On entend souvent dire il faut combattre le Rassemblement national sur les idées. Et en fait, quand on combat sur les idées, hier Carole Delga, qui vient de la gauche, s'exprimait et disait l'extrême droite mettra son programme en place, c'est-à-dire qu'il y aura des soins qui ne seront pas les mêmes dans les hôpitaux selon la couleur de peau, les cours à l'école seront modifiés pour réécrire l'histoire et minimiser le rôle du gouvernement de Vichy. Est-ce qu'en permanence, ramener le Rassemblement national à Vichy, c'est pas aussi inciter les électeurs à dire c'est de l'extrémisme, il faut donc voter pour eux, ou en tout cas on peut voter pour eux. Est-ce que les Français n'en ont pas marre de cette diabolisation qu'ils entendent partout ? Non mais ça marche plus, ça, clairement. Ça saurait si ça marchait. Parce que tout simplement, même la sociologie de l'encadrement du Rassemblement national a bougé. Vous avez eu quand même beaucoup... les cadres du Rassemblement national. Oui, mais dans les cadres du Rassemblement national et dans les cadres importants du Rassemblement national, vous avez eu des transfuges qui viennent de la droite classique. Vous avez des anciens RPR. Par exemple, vous savez, par exemple, quelqu'un comme André Rouget, qui a été membre de plusieurs cabinets ministériels chiraciens, qui est l'homme qui s'occupe à la fois des dom-toms, mais aussi de ce fameux club des Horaces dont je parle dans le livre, qui réunit, vous savez, des groupes d'experts, et quelqu'un qui vient du RPR. Et vous avez beaucoup d'anciens RPR, d'anciens membres de cabinets ministériels, qui sont aujourd'hui au Rassemblement national. Vous avez toute une ligne, notamment celle qui est venue de Debout la France, qui sont de jeunes... qui eux, s'identifient comme des gaullistes. Et ils le disent clairement, Monsieur Tanguy, etc., qui sont arrivés assez massivement, à peu près en 2018, ou oui, après 2017, donc au sein du Rassemblement national. Donc il y a eu quand même une sociologie qui a beaucoup bougé dans l'encadrement des responsables du Rassemblement national. Vous voyez qu'elle elle a une très grande plasticité, ce qui d'ailleurs fait sa faiblesse aussi peut-être à terme, mais vis-à-vis d'une partie de l'électorat, en tout cas, qui est l'électorat traditionnel de la droite du Rassemblement national. Regardez sur la question calédonienne.
Sur la question calédonienne, elle a pris une position ces dernières semaines, après les émeutes qu'on a connues à Nouméa, qui était beaucoup plus, tempérée que ce qu'on aurait pu attendre du Rassemblement national. Elle a dit, mais attendez, moi je n'étais pas favorable, même si les députés ont voté, je n'étais pas favorable foncièrement au dégel du corps électoral, parce que j'avais reçu les indépendantistes kanaks qui sont allés la voir et qui lui ont fait part de leur incapacité à maîtriser leur base, et notamment leur base la plus jeune. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est... que le Rassemblement national ait des racines d'extrême droite, c'est l'évidence. On ne peut pas le nier. Mais pour vous, aujourd'hui, ce n'est pas un parti d'extrême droite. Mais aujourd'hui, c'est un parti qui est en mutation, indéniablement. C'est un parti populiste, clairement. Ça, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais dire que c'est un parti, aujourd'hui, d'extrême droite, c'est beaucoup plus compliqué, parce que comment vous définissez un parti d'extrême droite ? Un parti d'extrême droite, vous le définissez par 2 ou 3 critères qui sont des critères fondamentaux. C'est un parti qui remet en cause les institutions, qui remet en cause le régime républicain. Ce n'est pas le cas du Rassemblement national, à ma connaissance. C'est un parti qui a des relents antisémites. On ne peut plus dire aujourd'hui que le Rassemblement national ait des relents antisémites, parce qu'on voit bien... Ils ont une histoire, quand même. Ils ont une histoire, mais l'histoire est une chose. Mais la réalité du parti aujourd'hui, les déclarations des principaux leaders du parti montrent qu'il n'est plus dans cette filiation-là. Clairement, d'ailleurs, la preuve, c'est que, écoutez, quelqu'un comme M. Klarsfeld, qui considère qu'il est tout à fait normal que le Rassemblement national participe à la marche contre l'antisémitisme. Donc de ce point de vue-là, il y a eu des évolutions. Alors après, l'histoire est réelle, je dis pas le contraire, mais on voit bien que la perception, est différente aujourd'hui dans une grande partie de l'opinion, en raison de ces éléments. Le 30 juin et le 7 juillet prochain, les élections législatives, le RN est-il prêt pour cette campagne ? C'est certainement le parti qui est le plus en ordre de marche. Parce que moi, quand j'ai interrogé un certain nombre de cadres du RN, au moment où j'ai mené mon enquête, moi j'avais rencontré Philippe Ollivier, qui est le conseiller spécial de Marine Le Pen, c'était au mois de janvier, pour tout vous dire, il m'avait clairement dit, de son, nous sommes prêts pour mener une campagne aux législatives. Clairement, on a un plan Matignon, c'est-à-dire qu'on a des candidats qui sont investis, on sait quel sera exactement, notre matériel de campagne, nos thèmes, donc ils sont prêts. Est-il prêt pour gouverner ? Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est la vraie question. La question, est-ce qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est prêt pour gouverner ? C'est une autre question. Alors, ils ont mis en place, en effet, des réseaux d'experts. Ils ont une formation aujourd'hui qui est notamment conduite par l'ancien sondeur Jérôme Sainte-Marie, dont j'ai appris d'ailleurs qu'il était candidat investi, je crois, dans les Hautes-Alpes aux prochaines élections législatives. La vraie bataille, si vous voulez, aujourd'hui, c'est sur la crédibilité du RN. Je crois que, on ne peut pas combattre le RN aujourd'hui sur la question morale. Parce que, clairement, là-dessus, on voit bien que ça n'a plus l'efficience du passé. La seule question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que le RN est capable de gouverner ? Est-ce que les propositions du RN, notamment sur le plan économique, sont des propositions qui sont capables, de redresser le pays ? Là, il y a de vrais sujets, en l'occurrence, parce qu'on voit bien qu'il y a, en plus, des hésitations. Regardez, là aussi, M. Bardella, le RN a combattu la loi sur les retraites. Le RN a combattu la loi sur les retraites. Ils ont voté contre, ils ont même présenté une motion de censure. Et il y a quelques jours, on a posé la question à M. Bardella s'il allait remettre en cause cette loi sur les retraites. Sa réponse n'est pas très claire, en l'occurrence. Il a dit oui et non à la fois, d'une certaine manière. Donc on voit bien que là-dessus, oui, il y a des zones de fragilité. Et ce sont ces zones de fragilité qui, à mon sens, sont les plus importantes si on veut combattre le RN. Merci beaucoup. Merci. Arnaud Benedetti d'avoir été ce matin l'invité de la matinale. Vous publiez notamment Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire. C'est publié chez Michel Lafon.